Bonjour! Aujourd'hui, le kiaï, le cri qui tue. Être ceinture-noire dans les années 50, 60 et même 70 n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. En effet, être ceinture-noire à cette époque-là, c'était pour quelques-uns posséder certains pouvoirs que les autres n'avaient pas. C'était presque l'invincibilité. C'était le petit qui pouvait vaincre le gros, le faible qui pouvait vaincre le fort. Je dirais plus, plusieurs ceintures noires étaient considérées comme des phénomènes. Au début des années 70, là on enseignait encore dans les dojos non seulement la self-défense, mais aussi les seifuku et les kwatsu. Et bien sûr, le kiai. Il est évident que plusieurs professeurs ont profité de ces ambiances énigmatiques pour attirer leur clientèle. Il faut savoir aussi que l'Europe du début du siècle dernier avait un attrait pour tout ce qui était oriental. Vous savez, commencer avec le Japon, comme en fait foi les images que vous voyez actuellement, et par la suite, c'était une autre mode, c'était l'Égypte, le tour de l'Égypte. Toujours dans ces années-là, le judo n'était pas considéré à prime abord comme un sport. Mais bien sûr, la compétition fait partie de l'équation art martial, école de vie, sport de compétition. Mais ici en Amérique, le sport judo structuré, disons qu'il est apparu à la fin des années 60. C'était plus un art martial et une méthode d'autodéfense qu'un sport. Bien avant, au début des années 30, Kawaishi lui-même avait compris l'attirance des Européens pour les méthodes miraculeuses d'autodéfense, puis il avait adapté ses cours en fonction de ça. Michel Brousse, dans son livre Le judo, son histoire et son succès, nous explique comment le maître procédait pour l'enseignement du kiai. Il nous dit ceci. Un autre élément de la mystique du kiai est l'objet d'exercices répétés à la fin du cours sous la direction de Kawaishi. Chaque élève devra pousser un cri guttural. Il faut aussi souligner qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de démonstrations de judo. Puis à ces occasions-là, il y avait toujours une séance de bagarre de rue et quelquefois des démonstrations du pouvoir du kiai qui avait la propriété d'assommer l'adversaire. Une anecdote que nous raconte Michel Brousse, c'est que dans les démonstrations publiques, l'attaquant, dont le rôle était souvent joué ou tenu par le champion français Jean de Herth, s'écroule, apparemment foudroyé par les cris qui tuent de maître Kawaishi. D'autres, comme André Mercier, qui est le fondateur du judo du Racing Club de France, n'hésitent pas à faire des démonstrations à la télévision. En effet, en réponse aux questions de l'intervieweur Jean Nohain, il étrangle une ceinture noire présente, qui s'appelle Léo Albert Meyer, un autre pionnier du judo français. Puis, après avoir lâché son camarade inanimé, Mercier recule de quelques pas, prend une forte inspiration et pousse le kiai, qui, instantanément, ramène Meyer à la vie. Le succès de l'audience est maintenant garanti. Évidemment, comme on s'en doute, c'était plus du spectacle que de la réalité. Mais ça contribuait quand même à la popularité du judo. Ah, la force du kiai. Nous allons commencer par une approche plus terre-à-terre, comprendre quels sont les effets du bruit sur nos émotions. Parce qu'il est essentiel de connaître ces notions-là pour bien cerner les limites du kiai sous un angle, disons, plus scientifique et beaucoup moins ésotérique. Il faut se rappeler que l'homme a peur de trois choses. L'homme a peur du noir, l'homme a peur de tomber et l'homme a peur du bruit. Et puis c'est là qu'on s'en va. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939 et 1940, Hermann Göring, le responsable de la Luftwaffe d'Adolf Hitler, utilise des bombardiers à piquer, les Stuka, qui étaient dotés eux autres d'une sirène qui faisait aussi peur que la bombe elle-même. C'est un peu la même chose pour les missiles V1 de 1943-1944 lors des bombardements de Londres. Le bruit effrayait les populations. C'est le bruit qui effrayait les populations autant que les bombes. Plus près de nous, je me souviens aussi d'une anecdote survenue il y a quelques années j'étais au Festival de jazz de Montréal. J'étais au milieu de la foule et pour une raison inconnue, un homme visiblement intoxiqué s'est mis à crier très 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 fort. Instantanément, la foule s'est dispersée d'une dizaine de mètres autour de l'individu. Les gens avaient peur. On attribue souvent les cris à des manifestations de la maladie mentale. Je me souviens aussi d'un entraînement de kendo à Québec où j'avais été invité par mon ami Daniel Hardy, un judoka très très connu ici, qui avait débuté le kendo à l'Université Laval.
Ce soir-là, les gens faisaient du comité et c'était particulièrement dérangeant d'entendre les quiailles des combattants. Il y en avait un qui feulait. Le verbe feuler, c'est il y en avait un qui feulait littéralement comme un tigre qui serait pris au piège. Revenons à ce que nous dit Kawashi dans son livre Ma méthode secrète de judo. Et oui, ma méthode secrète, je vous l'avais dit, sur le kiai. Kawashi nous dit ceci. Dans l'ancien Japon, il existait une technique de kiai jutsu qui était étudiée exclusivement au sein de la caste des samouraïs. Je dois dire que de nos jours, personne au Japon ne s'intéresse au kiai ni ne l'étudie. Il est donc assez curieux et intéressant pour moi de constater que les Européens s'en occupent. Il a dit ça au début des années 40. Parmi les légendes qui me sont parvenues de l'ancien Japon, on nous dit que certains samouraïs étaient devenus de grands experts et, avec un kiai puissant, ils arrivaient même à paralyser des oiseaux, puis les faisaient tomber inanimés, incapables de voler. Mais ça, c'est de la légende. Kawashi lui-même, de son propre aveu, n'a jamais eu l'occasion d'en constater la vérité. Le kiai en judo, c'est un cri qui est spontané lors d'une attaque, un peu comme le font les sœurs Williams en tennis ou bien comme un bûcheron qui lance sa hache contre un arbre. Il fait ni plus ni moins qu'un kiai. Mais au fait, qu'est-ce que ça signifie kiai? Ki, comme tout le monde le sait, ça se traduit par énergie. Et ai, ça signifie union. Ce sont les mêmes idéogrammes qu'en aïkido, et ça représente l'énergie qui est concentrée dans le corps. C'est aussi l'action de disposer instantanément de la totalité de cette énergie-là, qui est physique, mais également mentale. C'est le rassemblement de l'énergie. C'est le cri qui donne la vie. Parfois traduit à tort par le cri qui tue. Voyez encore une fois le cri qui tue. C'est considéré comme la concrétisation du principe actif de l'univers. Ces cris poussés au moment de l'attaque et dont les fibres, en produisant des vibrations de même nature ou de nature supérieure à celle de l'adversaire, seraient susceptibles de paralyser un court instant les activités psychiques de ce dernier, ce qui permettrait de le vaincre plus aisément. Ben ça, c'est encore assez ésotérique, avouons-le. Évidemment, l'efficacité n'a jamais été vraiment démontrée, mais ça ne prouve pas son inexistence, en dehors de l'effet de surprise qu'il peut provoquer. En fait, il permet à celui qui exécute un mouvement violent d'extirper de son esprit toute pensée autre que celle de l'énergie pure qu'il fait agir, et de conférer à celle-ci toute son intensité, ce qui ne peut être poussé efficacement lorsque le sujet a dominé sa respiration par des exercices appropriés qu'on appelle Kokyu. Le Kokyu, c'est très exploité en Aïkido notamment. D'après les experts japonais en budo, le kiai permettrait de libérer en un temps très court une force mentale et psychique importante et les vibrations seraient susceptibles d'influencer ou même de modifier celle de celui qui perçoit. Bon, appelons ça l'effet de surprise. Le kiai est parfois utilisé dans des techniques de réanimation, les kwatsu, pratiquées par les ceintures noires pour réveiller ceux qui ont subi un étranglement ou un traumatisme quelconque. J'ai l'intention de vous parler aussi des kwatsu, et Seifuku kwatsu, dans une prochaine vidéo. Certains maîtres d'arts martiaux considèrent qu'il existe 3 sortes de tonalités. Bas et grave lorsque les énergies s'expriment dans l'action. Haut et plus aigu lorsque celle-ci est terminée, puis normal quand il s'agit de réanimation. Le cri lui-même est issu du ventre, pas de la gorge. C'est un cri qui est énergique, puissant, très court. Il va déranger l'esprit de l'adversaire. On l'utilise en judo aussi bien qu'en karaté puis en kendo. En karaté, le kiai est présent dans la vaste majorité des katas et en kumite. Puis en kendo, la raison du kiai est double. En effet, il faut nommer l'attaque au moment où elle est lancée en nommant la cible. Men pour la tête, côté pour l'avant-bras et dos pour le plastron. Tout ça, c'est pour indiquer que le coup n'est pas accidentel, mais qui a été bien réfléchi. Question de faciliter la tâche de l'arbitre. Eh bien, c'est ce que j'avais à vous dire sur le kiai, le cri qui tue. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications. Je sors une vidéo par semaine environ. Partagez ces vidéos-là avec vos amis et dans votre famille.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Martialement Vôtre. Mais ce qui est plus important que de regarder des vidéos sur YouTube, même les miens, c'est d'aller pratiquer. Aller pratiquer 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine.